Bonjour à tous, à ceux qui sont ici, puis à ceux qui suivent le séminaire en direct sur le web. Donc je vais vous parler de nanostructuration de surface par procédé plasma. Ça devrait durer à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et puis plus si vous avez plein de questions ensuite. Alors le programme pour cette présentation est le suivant. Je vais vous présenter en gros qu'est-ce qu'on cherche à faire en nanostructurant une surface. On va faire un peu une revue catalogue de ce qui existe, de ce qui est possible et de ce qu'on cherche à imiter. Une petite introduction au procédé plasma pour ce qui va être des procédés de nanostructuration par plasma, en particulier en vous présentant un peu la problématique de gravure de matériaux ou de dépôt de matériaux. Du côté de la gravure, on aura besoin pour faire des nanostructures d'avoir un masque à l'échelle du nanomètre, donc on verra un peu cet aspect-là. Et puis ensuite, je vous présenterai donc quelques exemples, les premiers de gravure à l'échelle du nanomètre qui ont des applications directes en technologie en microélectronique. Je ferai sans doute l'impasse sur les microsystèmes et la gravure profonde pour des questions de temps, pour rester quand même dans l'heure et quart. Et puis plutôt pour m'intéresser aux structurations de surface, les applications de fonctionnalisation qu'on peut réaliser, et puis 1 ou 2 exemples de nanomatériaux 3D. Donc pourquoi faire des nanostructurations ? D'abord pour des besoins de réalisation de structures, en particulier pour les circuits intégrés de la microélectronique. Donc dans tous vos appareils, que ce soit ordinateur, téléphone, etc., vous avez à l'intérieur des microprocesseurs, des mémoires, et ces objets ont sur leur plus bas niveau, je dirais du point de vue de la construction, des transistors dont les dimensions de grille, par exemple, font aujourd'hui une vingtaine de nanomètres de large, avec des espaceurs sur les côtés qui font quelques nanomètres de dimension. Et donc il faut contrôler la réalisation de toutes ces couches différentes, les structurer pour faire la fonctionnalité du circuit. Du côté des microsystèmes, on est donc dans une gamme d'échelles un peu plus large, puisque c'est typiquement la centaine de micromètres. Par exemple pour les diamètres des engrenages que vous voyez ici. Donc c'est en particulier des systèmes qui vont avoir de la micromécanique à l'extrême précision, qui vont rentrer en ligne de compte. Là vous avez un exemple pris sur le site de Sandia. Vous avez un système qui, pour vous montrer que ça fonctionne, donc vous avez un engrenage ici linéaire piloté par une roue dentée, qui est le barreau qui se déplace avec le système comme ça. Du côté de la photonique, on a la même problématique où il s'agit cette fois-ci de réaliser des dispositifs qui vont permettre de traiter les signaux lumineux qu'on utilise pour faire du transport de l'information. Donc des systèmes laser pour générer la lumière, des guides d'ondes, des détecteurs, des transducteurs qui vont servir de capteurs éventuellement pour donner une fonctionnalité au circuit. Et on a besoin pour ça de systèmes de multiplexage et des multiplexages de longueur d'onde qui permettent donc de séparer des couleurs à partir d'une lumière monochromatique en différentes composantes, ou dans le sens inverse, de mélanger plusieurs couleurs pour sortir un seul faisceau. Alors dans la nature, il y a des systèmes photoniques nanométriques qui existent. Vous prenez les ailes de papillon, qui sont constituées en fait de systèmes qui sont analogues aux cristaux photoniques qu'on cherche à réaliser, et qui sont donc un filtre en longueur d'onde, donc ici centré sur la lumière bleue, et si vous regardez la nanostructure de ces ailes de papillon, vous avez une nanostructuration qui s'apparente aux cristaux photoniques. On peut aussi s'intéresser à modifier les propriétés des surfaces en les nanostructurant pour obtenir des effets de diffraction qu'on va pouvoir utiliser pour de la décoration, ici sur des pièces de monnaie, du marquage des objets anti-contrefaçon, c'est utilisé ici pour les couteaux chez Victorinox, du marquage pour faire des étiquettes d'identification. Et puis là aussi, la nature a des exemples à nous proposer, les ailes des mouches cicada ou du papillon Greta Auto qui sont nanostructurées, et le résultat c'est qu'elles sont complètement transparentes et également anti-réflectives. C'est une façon pour l'animal de se protéger de ses prédateurs. On peut aussi s'intéresser aux questions d'interaction avec les liquides, en termes de mouillabilité ou non-mouillabilité de la surface, et développer des propriétés antibactériennes, anti-fouling, anti-givre, hydrodynamiques ou auto-nettoyantes. Avec ici un exemple dans le cadre des écailles de requin, qui sont à la fois antibactériennes et hydrodynamiques, qui donnent au requin sa vitesse de déplacement dans l'eau.
Et ça a été l'inspiration de la société Sharklet en particulier, qui développe des combinaisons pour plongée ou pour maillots de bain, je dirais, pour professionnels, qui sont inspirés de la structuration des écailles de requin. Côté anti-givre ou auto-nettoyant, on veut développer des vitres sur lesquelles l'eau va glisser. Donc ça va intéresser essentiellement l'industrie aéronautique. Et puis le côté auto-nettoyante pour les surfaces des vitres des bâtiments ou des pare-brises de voitures. Et puis le côté anti-fouling, éviter la prolifération de micro-organismes et d'organismes plus évolués sur les surfaces, en particulier des coques de bateaux, et éviter ce genre de catastrophe. On peut également s'intéresser à l'interaction avec des liquides qui ne sont pas forcément aqueux, des huiles par exemple. Et ça va intéresser tout ce qui est propriété anti-taches, les traces de doigts. En particulier, vous avez tous probablement rêvé de pouvoir balayer votre écran de tablette ou de téléphone sans laisser une grosse trace dessus. Donc ça pourrait être une application visée pour ce genre de choses. Et enfin, en tribologie, on va améliorer l'adhésion d'une peinture sur une surface, par exemple, ou au contraire réduire les frictions et l'usure d'une pièce mécanique en déplacement, en particulier pour les soupapes des moteurs ou des choses comme ça. Et dans la nature, là, vous avez également un exemple existant avec les écailles du pangolin qui lui permettent de creuser la terre et de chercher sa nourriture dans des sols relativement durs et sans avoir d'abrasion de sa peau et sans blessure. Et puis enfin, il y a un côté, je dirais, plus agréable, qui est nanostructurer la surface dans le but de rendre l'objet agréable au toucher. Et ça, c'est plutôt pour des applications simplement de luxe, si on veut. Alors, on peut regrouper un peu tout ça dans des domaines d'application qui vont aller du biomédical à l'industrie du luxe et puis à l'industrie de façon générale, avec un exemple particulièrement, je dirais, complet, qui est celui de l'industrie automobile, dans lequel vous avez à la fois des capteurs qui permettent de contrôler l'injection de l'essence dans le moteur et contrôler le régime du moteur. Vous avez des capteurs qui contrôlent l'assiette du véhicule, les corrections de trajectoire. Vous avez l'assistance au freinage. Vous avez le traitement des pare-brises pour les rendre les plus auto-nettoyants possibles, de même pour les optiques de phare, etc. Alors, une vue générale de cette nanostructuration, en regardant quelques techniques qui permettent de faire des surfaces nanostructurées. Vous avez donc les procédés plasma, gravure et dépôt de matériaux dont on va parler aujourd'hui. Vous avez des procédés d'électrochimie, comme ici la fabrication de membranes dans une feuille d'aluminium, donc fabrication d'une membrane en alumine. La nanostructuration laser, qui permet de faire des surfaces avec une certaine nanostructuration, soit organisée, soit aléatoire. Et puis les systèmes d'auto-assemblage, où on va construire la nanostructuration sur la surface par assemblage d'objets. Alors, on peut envisager différentes approches. Une approche directe où on va simplement écrire sur la surface sans motif particulier. Donc là, le plasma va être utilisé ou le laser, par exemple. Donc ça va concerner tout ce qui est nanostructuration de surface. Après, il y a une approche top-down où on a besoin d'un masque et de transfert de motifs. Alors le masque peut être fait par lithographie ou par auto-assemblage. Et on va avoir là-dessus les procédés de plasma, soit de gravure, soit de dépôt, ou des gravures en milieu liquide. Et puis vous avez les procédés purement bottom-up, donc qui démarrent avec l'auto-assemblage, ou la synthèse de matériaux et la révélation de leur nanostructure pour obtenir des nanomatériaux 3D. Alors une petite introduction au procédé plasma, notamment en ce qui concerne le dépôt et la gravure de matériaux. Donc je prends ici l'exemple d'un plasma de fluorocarbone, dans lequel la dissociation du gaz de la molécule CF4 à l'intérieur du plasma va vous fabriquer des radicaux CFX et puis des atomes de fluor. Ces espèces vont diffuser et interagir avec votre substrat que vous aurez mis à l'intérieur, donc il va se trouver ici dans le réacteur. Et puis suivant la nature de l'interaction entre ces espèces fabriquées dans le réacteur et puis la surface, vous pouvez avoir le dépôt d'une couche de fluorocarbone sur la surface, ou, dans le cas d'un échantillon de silicium par exemple, une interaction qui conduit à la formation du produit SiF4 qui désorbe de la surface, et si vous avez protégé le matériau par un masque, vous avez transfert du dessin du masque dans le motif et donc une opération de gravure. Alors, concernant la gravure plasma, avec différents mécanismes
sont à prendre en compte. On va retrouver des mécanismes un peu similaires dans les procédés de dépôt, mais qui ne conduisent pas à l'enlèvement de matière, mais au contraire à l'interaction et à la croissance d'une couche sur la surface. Donc vous avez une gravure physique qui se fait donc par pulvérisation, où l'ion accéléré par la différence de potentiel entre le plasma et la surface va venir arracher de la matière. Vous avez une gravure purement chimique qui fait intervenir les espèces chimiques dans le plasma, donc par exemple ici les atomes de fluor vis-à-vis du silicium et la production du SiF4. Donc typiquement vous obtenez à ce moment-là des formes gravées qui sont parfaitement isotropes. Et puis vous avez un mécanisme qu'on cherche en général à développer, qui est une combinaison de la gravure chimique avec l'assistance ionique apportée par le bombardement ionique, qu'on appelle donc gravure chimique assistée par les ions, où vous avez transfert à ce moment-là plus vertical en raison de l'accélération des ions au travers de la gaine vers la surface. Alors là, la verticalité peut être également assurée par une passivation latérale du motif qui reçoit un faible flux de bombardement ionique et qui vient des espèces produites à l'intérieur du réacteur, ou d'espèces produites lors de la gravure et qui se redéposent sur les flancs du motif. Donc à ce moment-là, on peut faire des transferts de ce genre qui sont parfaitement verticaux. Donc c'est un point clé de la gravure sur le contrôle de l'anisotropie, donc la verticalité de l'attaque par rapport à l'attaque latérale qu'on trouve dans la gravure chimique, ici, et qui est donc favorisée par le bombardement ionique et puis la passivation latérale, qui peut être un dépôt ou une simple inactivation de la surface vis-à-vis de la réaction chimique. Alors, en quelques points clés, on peut résumer la gravure en ça. Donc, vous avez votre plasma qui produit donc des radicaux et des ions, qui forment l'interaction des radicaux avec la surface produit des composés volatiles. Vous avez le bombardement des ions positifs accéléré par la polarisation, notamment que vous appliquez sous le porte-échantillon pour contrôler leur énergie. Et l'ensemble des deux donc, conduit donc à un transfert de gravure verticale du dessin que vous aurez défini dans le masque. Donc les points clés sont le contrôle dimensionnel de votre gravure par rapport au dessin du masque, l'anisotropie de cette attaque, et puis bien sûr, est-ce que le plasma que vous réalisez et qui vous permet de graver le matériau, est-ce qu'il endommage votre matériau latéralement? Est-ce qu'il endommage le matériau sur lequel vous arrivez en fin de gravure? Quelle est la sélectivité de l'attaque de cette couche-là par rapport à celle-ci? Quelle est la sélectivité de l'attaque du matériau où vous gravez par rapport à l'attaque du masque? Et les paramètres que vous avez pour répondre à tout ça sont finalement la définition du matériau du masque, est-ce qu'il est résistant au plasma de gravure, et puis le contrôle du flux des ions qui arrivent sur la surface ici, quelle est l'énergie que vous pouvez piloter par la polarisation, quelles sont la nature et le flux des espèces neutres que vous fabriquez dans le plasma, et puis quel est le rapport entre le flux neutre et le flux d'ions positifs sur la surface. Alors là, vous avez typiquement un schéma d'un réacteur de gravure typique où vous avez le plasma qui est créé par excitation électromagnétique par l'antenne qui est située ici sur le système, donc qui va vous contrôler en particulier le flux des ions. Vous avez la nature des espèces qui dépend du gaz que vous injectez dans le système, et puis la polarisation ici du porte-échantillon qui va vous contrôler l'énergie des ions qui arrivent sur l'échantillon. Alors on peut tout résumer là-dedans. Les paramètres que vous cherchez à contrôler ici vont dépendre de la chimie du plasma, de la densité du plasma que vous fabriquez, donc typiquement la quantité d'ions et le flux d'ions sur la surface, des conditions de traversée de la gaine entre le plasma et la surface qui vont dépendre de tout un tas de paramètres, le dessin du réacteur lui-même du point de vue géométrique, et puis la nature de l'échantillon que vous souhaitez graver. Donc les paramètres auxquels vous avez accès, qui sont la puissance d'injecter dans la décharge, le mélange de gaz que vous choisissez, et la pression de travail et la polarisation que vous appliquez au porte-échantillon, vont vous conditionner ces paramètres-là et qui vont vous conditionner finalement le résultat de la gravure. Et puis du côté de l'échantillon, en fonction de la nature du matériau que vous souhaitez graver, vous allez choisir le mélange de gaz qui va bien et la polarisation qui va bien pour pouvoir graver ce matériau-là dans de bonnes conditions. Alors, on peut simplement changer gravure par dépôt ici, et puis changer un peu les caractéristiques du dépôt que vous souhaitez faire, et garder l'ensemble de ces paramètres et de ces, à la fois
d'interaction plasma-surface ici, et puis de paramètres de gestion du plasma ici, et obtenir le même genre de relation. Alors, j'ai donc parlé de gravure et de gravure au travers d'un masque. Donc, si on veut faire des gravures à l'échelle nanométrique, il faut faire un masque à l'échelle nanométrique. Et on va voir un peu quelles sont les problématiques de fabrication de ces masques, dans lesquelles vous allez voir que les procédés plasma rentrent déjà en ligne de compte. Alors, traditionnellement, les masques qui sont faits par lithographie, photolithographie, on utilise depuis typiquement les années 2000 des systèmes qui sont à 193 nanomètres. Les projections à l'époque, en 2001, prévoyaient une diminution des longueurs d'onde jusqu'à 157 nanomètres avec d'autres types de lasers, et puis ceux-là sont tellement chers à fabriquer et à mettre en œuvre qu'en fait on en est resté là. Ce qui limite la résolution du dessin que vous pouvez réaliser dans le masque, c'est la diffraction de cette longueur d'onde, et typiquement donc la diffraction vous limite la résolution du pas du motif que vous pouvez faire avec une relation de cet ordre-là, avec ON qui est l'ouverture numérique du système. Et si on veut faire un truc à la louche, on peut dire que R est à peu près équivalent à la longueur d'onde que vous utilisez. Donc en principe, on ne devrait pas pouvoir faire de motif avec un pas inférieur à 193 nanomètres. En réalité, des astuces techniques permettent de gagner un facteur 2 à peu près, en utilisant des masques à décalage de phase, les systèmes à immersion dans lesquels l'indice du milieu va être supérieur à 1, etc. Donc aujourd'hui, on fait 80 nanomètres de dimension avec la lithographie à 193. Alors si on veut faire plus petit, il y a d'autres étapes technologiques qui sont à mettre en œuvre. La première qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle le resist trimming, qui consiste à faire la lithographie avec un pas de 80 nanomètres, puis ensuite une gravure plasma qui diminue la taille des motifs. Donc vous divisez typiquement la dimension par 2, par contre le pas est inchangé, il est toujours de 80 nanomètres. D'autres approches qu'on appelle litho-etch, consistent d'abord à faire un trimming ici, et puis ensuite vous gravez, grâce à ce masque-là, une première couche qui est ici symbolisée en vert. Puis sur ce motif-là, vous réalisez une deuxième lithographie décalée, et vous gravez l'ensemble, et vous obtenez donc cette fois-ci un pas de motif de résolution double à celui que vous aviez défini au départ. Alors ça, c'est utilisé, donc vous avez un exemple d'application ici, où on va faire donc deux masques de lithographie avec des motifs décalés de... tous les deux motifs, on va utiliser un masque et deux masques complémentaires qui permettent de réaliser la structure qu'on souhaiterait faire. Alors l'intérêt, c'est d'avoir une litho un peu plus relâchée en termes de résolution. Par contre, vous avez deux niveaux de lithographie à faire et deux masques durs à réaliser, ici symbolisés par les couches vertes et jaunes. Et bien sûr, deux alignements. Donc ça complexifie l'opération. La suite de l'histoire, ça consiste à faire ce qu'on appelle le self-align double patterning, qui permet d'éviter des problèmes d'alignement. Vous faites un premier motif donc en lithographie qui vous donne un pas de 80 nanomètres. Vous faites un trimming de votre résine ici. Vous déposez par-dessus de façon conforme un matériau, par exemple diélectrique, c'est oxyde de silicium. Puis vous gravez ce matériau de façon très anisotrope, donc vous éliminez cette partie-là et en haut du masque ici. Puis vous éliminez le masque de résine par une attaque chimique et il vous reste ce motif-là. Puis ensuite, vous le transférez dans votre masque dur et vous pouvez enfin graver votre couche. Donc là, vous avez des images MEB de ce genre de structure aux différentes étapes, avec ici vue de 3/4 et ici vue en profil. Donc vous avez un masque cette fois-ci avec un pas de motif de 40 nanomètres par rapport aux 80 que vous avez réalisé. Et si vous voulez aller encore plus bas, vous répétez l'opération 2 fois. Alors ici, il y a un exemple de structure gravée dans cette situation-là. Vous répétez l'opération 2 fois, c'est-à-dire qu'arrivé ici, eh bien, vous refaites un dépôt de diélectrique au-dessus, vous refaites la même opération de gravure du diélectrique, d'élimination du mandrin situé entre chaque espaceur que vous avez défini autour de l'ensemble ici, et vous avez cette fois-ci un pas de 11 nanomètres par rapport au... ça c'est le demi-pas, un pas de 22 nanomètres pardon, dans le motif par rapport aux 80 que vous aviez ici. Alors, en lithographie alternative par rapport à cette lithographie optique, qu'est-ce qu'on peut imaginer? La lithographie électronique, bien sûr, qui est très performante, mais qui a le problème de sa lenteur, puisque c'est une écriture directe sur la surface, donc il faut balayer l'ensemble de la plaque avec le dessin qu'on souhaite réaliser.
Donc ça, c'est efficace, mais c'est complètement exclu pour la production d'objets, pour une production de masse, donc pour tous les circuits électroniques. Et là, vous avez un schéma publié en 2014 par Nikon, qui fabrique donc des optiques pour la lithographie. Et pour le nœud 7 nanomètres avec les différentes options, et vous voyez que c'est typiquement du SAQP couplé avec du DSA. Alors le DSA, on va voir tout de suite ce que c'est. Ou alors du litho-etch plus du SADP, etc. Donc vous voyez, toutes ces techniques alternatives de lithographie sont associées les unes par rapport aux autres pour réaliser des motifs qui vont être dans ces dimensions-là. L'autre solution serait l'extrême UV. Donc cette fois-ci, on n'est plus à 193 nanomètres, mais à 13 nanomètres. Le problème, c'est que sa mise en œuvre est très très chère. Et aujourd'hui, du point de vue coût, on sait que passer à cette technologie-là, ça va en gros multiplier par 2, voire 3, le coût de fabrication d'un circuit. Alors l'alternative, donc, c'est ce que j'ai appelé tout de suite le DSA ici, qui veut dire Direct Self Assembly. Donc c'est l'emploi de polymères auto-assemblés sur une surface. Donc là, vous avez un peu le principe du système. Vous avez deux polymères A et B qui sont non miscibles et qui s'associent sur une surface pour créer des motifs en fonction d'un paramètre qui est le degré de polymérisation de chaque polymère ici, et puis le paramètre de Fleury-Huggins qui mesure la miscibilité ou la non-miscibilité plus exactement des deux polymères l'un par rapport à l'autre dans le solvant dans lequel ils sont. Alors l'objectif, c'est donc de faire des motifs qui sont soit sous forme de cylindre, soit sous forme de ligne, soit sous forme d'organisation 3D ici. On règle ça en fonction finalement du pourcentage de polymères l'un par rapport à l'autre et du paramètre de Fleury-Huggins. Donc je vais vous donner un exemple dans un mélange polystyrène polyméthyle métacrylate où on cherche à réaliser soit des lignes, soit des cylindres. Et voici ici les deux exemples. Ici un système cylindrique, donc analogue à celui-là, ou un système de lignes, donc analogue à celui-là. Alors il y a des moyens techniques de contraindre les lignes à être parallèles les unes aux autres. Bon, ici c'est un système libre où le polymère s'organise comme il veut. Donc l'objectif dans le cas de ligne ou de cylindre, après, c'est d'éliminer une fraction du polymère par rapport à l'autre et d'obtenir un nanomotif qui va après servir de masque de gravure. Alors voici un exemple de développement plasma de ce type de polymère, polystyrène PMMA. Alors vous avez ici la vitesse de gravure du polystyrène comparée à celle du PMMA. Donc ça, c'est des surfaces plein champ polystyrène et polyméthyle métacrylate, dans des plasmas de CO, d'hydrogène ou de xénon. Alors vous voyez que l'intérêt du CO, c'est que ça ne grave pas le polystyrène et ça grave faiblement le polyméthyle métacrylate, alors que les plasmas d'hydrogène ou de xénon arrivent à graver en quelques secondes 50 nanomètres de PMMA, qui est l'épaisseur initiale du copolymère qu'on souhaite graver. Donc on va pouvoir avoir un intérêt à utiliser en gros ces temps de gravure-là et puis à mélanger le CO avec le xénon ou l'hydrogène. Alors un exemple avec les mélanges CO-H2, où vous avez ici la gravure de cylindre pour différents temps de plasma, et vous voyez l'évolution de la dimension des motifs PMMA qui étaient de 12 nanomètres de diamètre au départ et qui évoluent vers 16 nanomètres au bout de 105 secondes de gravure. Donc ça veut dire qu'on a mangé un peu de polystyrène également sur les côtés. Et une vue en coupe ici qui vous montre l'épaisseur gravée et la tenue du polystyrène face à la gravure en CO-H2 ici. Alors vous voyez qu'on a gravé l'ensemble du matériau. On a des dimensions ici de 19 nanomètres, ici on avait 16 en statistique. Mais surtout on a perdu la moitié de l'épaisseur initiale qui était de 46 nanomètres et on est tombé à 25. Donc c'est inutilisable par rapport à l'application de gravure qu'on souhaite faire derrière. Alors on peut, en utilisant le fait que les plasmas de CO ne gravent pas le polystyrène, faire des cycles CO et COH2 et obtenir un résultat satisfaisant. Donc vous voyez ici des cycles où on fait 15 secondes de CO, puis ensuite 25 secondes de COH2, et on répète ça 5 fois, et on arrive à graver les 40 nanomètres à conserver les 40 nanomètres de polystyrène sur la surface, avoir l'élimination du PMMA sur ces 40 nanomètres et garder des dimensions de motifs qui sont comparables à celles qu'on avait au départ. Puis ensuite, bien sûr, pour tester le système, il faut transférer dans les couches inférieures, c'est-à-dire la couche anti-reflet qui est déposée sur la surface, et puis le masque dur carbone qui est en dessous.
Et là, vous avez donc un essai de transfert en plasma CF4 hydrogène-argon pour la première couche, et puis soit argon, azote H2, CH3F ou HBr oxygène pour la couche SOC ici, qui montre que le système peut être relativement efficace. On a même conservé une partie du polystyrène en surface, comme vous voyez ici. Donc l'application potentielle de ça, c'est bien sûr la gravure des vias et des contacts dans les circuits intégrés, avec des dimensions donc de quelques nanomètres éventuellement. Alors du côté des lignes, mêmes essais, donc le système avant gravure, le système après gravure en COH2, vous voyez qu'on a une énorme perte de déviation dimensionnelle dans ce cas-là. On a aussi des lignes qui sont légèrement tordues, et quand on fait le transfert dans les couches anti-reflet et puis SOC, on a des déformations qui sont significatives et qui rendent le système inutilisable tel que. Donc là, les auteurs ont travaillé sur la question et proposé des plasmas de mélange CH4N2. Donc ça, c'était bien sûr fait en COH2 sous forme de cycle. Et dans les plasmas méthane-azote, ça se passe beaucoup mieux et on peut faire un transfert avec des motifs qui sont bien verticaux dans les couches en dessous. Alors, si on fait un bilan sur ces lithographies aujourd'hui et demain, je dirais pour la microélectronique, puisque c'est là que c'est le plus critique, on a donc des solutions qui coûtent très très cher. On a le DSA, donc le système copolymère, qui n'est pas encore au point. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait faire autrement? Donc ça, on reverra cette question-là lors de la suite de l'exposé, en particulier sur la partie microélectronique, où on fait essayer d'imaginer des étapes de notre structuration qui permettraient de se passer de la lithographie. Donc là, vous avez sur ce graphe ici une évolution de la dimension des contacts polis par grille dans les technos actuels, et puis les contacts métalliques, le réseau la dimension du pas des réseaux du contact métallique. Vous voyez, donc ça diminue avec l'évolution de la technologie et le nœud technologique qui est visé. Donc aujourd'hui, on est autour de 28 nanomètres en production, je dirais, pour les objets commercialisés, et puis en recherche, on est en développement mis au point autour de 14-16, et les recherches avancées sont sur 7 et 5. Là, vous avez les types de lithographie qui sont utilisés, et puis ici, normalisé au coût du composant du nœud 28 nanomètres, l'évolution prévisible du coût des composants, donc en gros un facteur 2 quand on va descendre à 7 et 5 nanomètres. Et ici, une prévision du coût, alors ce n'est pas une prévision parce que c'est le calcul pour les produits en cours de développement, ici à 16 et 14 nanomètres, c'est que suite à ces complexifications et à la cherté des techniques à utiliser, le coût de production des composants va cesser de diminuer pour réaugmenter lorsqu'on va passer à ces générations-là. Donc c'est un coût qui est en dollars pour 1 million de grilles réalisées sur un circuit. Donc ça peut paraître très faible, hein, c'est de l'ordre du centime, mais si vous multipliez ça par le nombre de millions de grilles que vous avez sur un composant, ça finit par faire une différence notable. Alors quelques éléments donc, des exemples sur la gravure plasma à l'échelle du nanomètre en microélectronique. Donc ça va concerner, du point de vue des objets, les circuits intégrés, les processeurs, les mémoires, etc. Du point de vue du matériau, toute une gamme de matériaux très variés, avec des semi-conducteurs, des diélectriques, des matériaux plutôt métalliques, et puis tous les composants que vous pouvez faire avec ces objets-là. Alors un petit historique en termes de dimension, de matériaux et d'architecture des circuits. Donc on va se parler essentiellement des transistors qui sont ici construits sur la plaquette silicium et qui sont à la base du fonctionnement des circuits. Donc si on remonte aux années 80, on est dans les ordres de dimension autour du micron. 90, 0,6. Année 2000, on est descendu à 130 nanomètres pour le pas des grilles de transistors. Et ça correspond à des architectures comme ça, où vous avez la grille qui est construite sur le substrat, et puis les zones sources et drains sont implantés par implantation ionique. Ici un exemple de grille de ce transistor ici pour autour des années 2000. Donc vous voyez 150 nanomètres de largeur avec une passivation latérale qui se produit au moment de la gravure et qui est en oxyde de silicium,
et qui vient de l'oxydation du flanc du motif qui est en polysilicium et du redépôt d'espèces gravées silicium sur le flanc du motif lors de l'opération de gravure qui se fait en plasma chlore oxygène HBr. Donc on a une passivation qui fait quelques nanomètres, 4 à 8 nanomètres suivant la position sur le long du flanc. Alors tant qu'on a une grille qui fait 150 nanomètres de large, c'est vivable. Si vous descendez en dimension, si vous descendez à 45 nanomètres, avoir 10% de la largeur qui est en couche de passivation, ça ne va pas être acceptable. Et puis, les problèmes de fonctionnement du circuit ici amènent également à changer l'architecture de la plaquette de silicium elle-même. Et on va travailler, ça a été une proposition faite par ST Microelectronics, de travailler sur un transistor qui est construit non pas sur le substrat lui-même, mais sur une couche de silicium qui est fabriquée à la surface d'un oxyde de silicium lui-même déposé ou fabriqué sur le substrat. Donc c'est le substrat SOI, Silicon on Insulator, et qui a donné donc des performances intéressantes pour ces dimensions-là. Parallèlement, vous avez eu un changement de matériaux dans les années 2000 qui ont fait que la grille en polysilicium simple ici s'est transformée en un empilement polysilicium sur TIN, et puis le diélectrique de grille qui était de l'oxyde de silicium ici est devenu de l'oxyde d'hafnium et puis un oxynitrure de silicium avec des épaisseurs amoindries, je dirais, par rapport à ce que vous pouviez avoir là. Et puis une problématique de gravure qui est compliquée puisqu'il faut maintenant graver la grille et s'arrêter sur cette zone source et drain qui font que quelques nanomètres d'épaisseur. La suite, ou développement en parallèle, c'est le transistor avec une grille sous forme une zone source et drain sous forme d'aileron et la grille qui est construite autour, qui enrobe l'ensemble. Donc c'est le FinFET, que vous voyez ici une photo MEB agrandie. Vous avez une grille qui va faire dans les 20 nanomètres de large et qui donc entoure le canal qui va de la source au drain et qui est donc sous la grille. Donc il faut graver des dimensions complètement très très réduites ici, donc ça fait en gros 5 nanomètres de largeur. Et ça c'est donc visé pour les transistors des nœuds 14 et 16 nanomètres. Et puis pour le futur, pour descendre à 5 nanomètres, vous avez finalement la séparation du fin ici, de l'aileron, en plusieurs nanophiles, séparés les uns des autres, pour obtenir des structures comme ça. Donc chaque nanophile constitue le canal allant de source au drain, avec la grille qui est tout autour. Donc la grille fait non seulement le tour du motif global, mais entoure également chaque canal de silicium. Donc ça c'est développé, visé pour les générations 5 et 3 nanomètres. En même temps, donc là je suis resté silicium du point de vue des matériaux, mais en même temps, en réalité, il y a d'autres évolutions en termes de matériaux qui se profilent pour les 7 nanomètres et en dessous, avec en particulier le transistor CMOS construit pour la partie NMOS avec un canal en matériau 3,5 et pour la partie PMOS avec un canal en germanium. Donc c'est ce qui est illustré ici ou là avec différentes architectures, soit sous forme de nanophiles, soit sous forme de fin ici, soit encore sous forme de nanophiles dans ce cas-là. Alors les défis en gravure pour tous ces composants très complexes, on peut les résumer comme ça. Du côté des composants FD, SOI et puis FinFET, il y a le contrôle dimensionnel de la grille et de l'aileron, avec les problèmes qu'on connaît par rapport aux procédés plasma qui sont développés jusque-là, de passivation excessive sur les parties semi-isolées, donc en bordure de réseaux de grilles ou de réseaux d'ailerons qui vont se produire ici par rapport à ce qui va se passer dans les motifs denses. Les problèmes de gravure dépendante du facteur de forme qui se produisent ici du fait de la différence d'ombrage géométrique à la pénétration des espèces liée à une structure de plus en plus étroite par rapport à sa profondeur. Bon, de ce côté-là, c'est lié essentiellement au fait que l'angle de collection ici vis-à-vis du plasma qui est très ouvert par rapport à celui-ci qui est beaucoup plus fermé. Donc de façon concrète, on a besoin dans les structures ici, SOI, lorsqu'on grave l'espaceur qui est autour de la grille, ou même lorsque l'on grave la grille, de s'arrêter sur le canal silicium qui fait que 7 nanomètres de profondeur, d'épaisseur. Donc on a un problème
où il faut limiter l'endommagement du canal, puisque après, derrière, on va vouloir, pour faire les zones sources et drains, faire une reprise d'épitaxie ici. Et si le matériau est endommagé, elle ne pourra pas se produire correctement. Et puis, il faut absolument que l'endommagement soit nul, de façon à ce qu'au nettoyage de l'oxyde de grille qui se trouve donc ici en continu, avant la croissance des zones sources et drains, on n'ait pas une surconsommation du silicium liée à son oxydation, qui conduit ici à une consommation du canal, qu'on voit très nettement sur cette figure-là. Donc c'est ce qu'on appelle le silicium recess, ou le retrait du silicium dans cette problématique. Et puis du côté des ailerons et des fins ici, on a la problématique de définir la grille et de s'arrêter sur l'aileron, qui est extrêmement fin, sans l'endommager, bien sûr. Alors, les procédés que je vous ai présentés avant, alors, même chose pour les composés avec les nanophiles, les composants avec les nanophiles qu'on va réaliser ici, où il faut venir enlever la couche sacrificielle et CGE pour avoir les nanophiles de silicium. Donc, on a besoin d'une gravure isotrope de ce matériau-là, de façon à révéler les nanophiles et contrôler la dimension des nanophiles, bien sûr. Alors, dans les réacteurs tels qu'on a définis avant, et puis le contrôle des paramètres procédés à partir de la puissance qu'on injecte ici dans la décharge pour contrôler la densité du plasma, et notamment la composition chimique, et puis le flux des espèces ioniques sur la surface, et puis la polarisation qu'on applique ici pour contrôler l'énergie des ions sur la surface, en fait, on a un problème qui est qu'on n'arrive pas à contrôler finement le rapport entre flux d'ions et flux d'espèces neutres. Et puis on a également un mauvais contrôle de la distribution en énergie des ions qui va osciller entre 15 et 200 électronvolts typiquement, du fait que plus le plasma est dense et plus la fréquence plasma des ions va augmenter et plus les ions vont être capables de suivre la fréquence RF qui est appliquée pour polariser. Alors le résultat de ça, c'est l'endommagement des couches minces, et quand on arrive sur des dimensions ici, où on doit s'arrêter sur quelque chose qui fait 7 nanomètres d'épaisseur, ça commence à poser de vrais problèmes. On aboutit donc à des endommagements qui conduisent à ces phénomènes-là. Alors, une image ici qui permet de visualiser le problème dans des conditions plasma classiques. Vous avez typiquement une couche réactive, donc ce sont des simulations par dynamique moléculaire. Vous avez une couche réactive qui fait environ 3 nanomètres d'épaisseur, que vous transportez lorsque vous gravez le matériau. Et puis lorsque vous arrivez sur l'oxyde de silicium, elle se transporte au travers, et vous avez finalement du silicium endommagé sous la surface. Lorsque vous sortez l'échantillon pour faire le nettoyage HF de la couche d'oxyde ici, avant de faire la reprise d'épitaxie sur votre source ou sur votre drain, vous allez oxyder ce matériau endommagé, et donc vous allez enlever du silicium et diminuer donc l'épaisseur effective de la zone source et drain sur laquelle vous voulez refaire la reprise d'épitaxie. Donc vous avez besoin de contrôler la gravure à l'échelle de la couche atomique, typiquement le nanomètre. Et pour ça, vous avez besoin d'opérer à faible énergie. C'est ce que montrent ici ces différentes simulations qui vous montrent l'épaisseur de cette couche réactive ici. Lorsque vous réduisez l'énergie de 100 eV à 10 eV, vous avez en gros une réduction de 3 nanomètres, quelque chose comme 0,5 nanomètres. Alors pour obtenir ce genre de résultats, voilà les stratégies qui ont été développées ces dernières années. C'est le plasma pulsé avec une polarisation synchronisée pulsée. La polarisation pulsée est un cas un peu à part. Et puis surtout les processus dits à l'échelle atomique, soit de gravure, soit de dépôt à l'échelle atomique, et éventuellement une combinaison des deux qui va venir faire du dépôt avec résolution spatiale et qui peut, dans certains cas, éviter des étapes de lithographie. Alors du point de vue du concept, les procédés pulsés et les procédés à la couche atomique, soit gravure, soit dépôt, partent d'un principe relativement différent. Dans le procédé pulsé, vous avez l'évolution de l'épaisseur gravée ou de l'épaisseur déposée en fonction du nombre de pulses que vous appliquez et qui est finalement contrôlé par les flux des espèces à chaque fois que vous appliquez un pulse. Donc c'est un processus qui est contrôlé par les flux. Alors que dans les procédés de type ALE ou ALD qu'on cherche à développer ici, où vous avez l'évolution de l'épaisseur gravée ou déposée en fonction du nombre de cycles de ces procédés-là, où l'idée, c'est, je
je le présenterai juste après, mais c'est de faire intervenir un premier réactif ici et puis une étape de libération de la surface ou de stabilisation du produit déposé dans une deuxième étape ici. C'est donc une question de réaction de surface qui contrôle le procédé. L'idée, c'est d'obtenir une surface qui est auto-limitée dans sa réaction vis-à-vis du processus A ou du processus B. Alors, le principe de la polarisation du plasma pulsé avec sa polarisation synchronisée, c'est donc au lieu d'appliquer la tension RF pour créer le plasma de façon permanente, vous la hachez avec une fréquence donnée. Donc vous avez votre plasma qui est allumé pendant un certain temps, puis éteint, puis réallumé, etc. Vous avez donc deux nouveaux boutons pour contrôler votre procédé, qui est le rapport cyclique entre le temps de plasma allumé par rapport à la période totale, et puis la fréquence à laquelle vous pulsez. Et le résultat, c'est que vous avez une forte influence sur le flux et l'énergie des ions qui arrivent à la surface. Le flux est modulé parce que vous allumez et vous éteignez le plasma. Donc là, vous avez l'évolution du flux dans un plasma de CH3F, oxygène, hélium, entre le plasma continu et puis le plasma pulsé avec un facteur cyclique de 75% jusqu'à 10%. Et puis, l'énergie des ions est également modulée, puisque vous n'avez des ions énergétiques que pendant la phase où le plasma est allumé, qui sont ici, si l'échantillon n'est pas polarisé, en gros, ils ont une quinzaine d'électronvolts d'énergie. Et puis, lorsque vous coupez le plasma, les quelques ions qui restent n'ont plus que 1 ou 2 eV, voire inférieurs en énergie. Donc, vous avez une énergie moyenne qui correspond finalement à cette image-là, et qui est inférieure à celle que vous avez dans cette situation-là. Donc vous pouvez espérer réduire les dommages aux surfaces par cette méthode. Et puis, si on regarde la composition du gaz, ici dans un plasma de chlore, vous voyez que plus vous réduisez le facteur cyclique ici, plus la fraction de Cl d'atomes de chlore mesurés par spectrométrie, que je ne dise pas de bêtises, ça c'est de l'absorption large bande dans l'UV, et puis là c'est de la spectrométrie de masse pour Cl2. Là vous avez donc on voit que le plasma est de moins en moins dissocié puisque la fraction d'atomes de chlore dans le mélange décroît et la fraction de molécules Cl2 augmente. Donc vous avez, et par ailleurs on peut observer par des mesures temporelles que la densité des atomes neutres n'est pas modulée aux fréquences à laquelle on pulse le système ici autour du kHz. Donc vous avez des densités neutres qui n'est pas modulées, des densités d'ions qui sont modulées. Donc vous avez possibilité de faire varier un peu comme vous voulez le rapport entre flux d'ions et flux neutres dans le système. Et du fait de la réduction d'énergie, un meilleur contrôle de la profondeur gravée. Alors c'est ce qu'on peut montrer ici. L'effet du rapport flux d'ions sur flux neutre, ici qui est égal à 100 et ici qui est égal à 1000. Donc là, ce sont encore une fois des simulations par dynamique moléculaire. Vous voyez la différence d'épaisseur de la couche réactive lorsqu'on passe de 100 à 1000. Et puis l'épaisseur ici, donc ça c'est traduit après en profil de concentration d'atomes de chlore dans le silicium par rapport aux atomes de silicium. Donc en changeant le facteur cyclique, ici, on va énormément jouer sur ce paramètre-là. Alors, des résultats sur ce genre de gravure, vous avez ici donc, de la gravure du silicium dans un plasma HBr oxygène. Vous avez ici, en haut, le résultat obtenu, ici, en plasma continu, et puis ici, un plasma modulé à 1 kHz avec différents facteurs cycliques. Et vous voyez que quand on réduit le facteur cyclique, on obtient un meilleur profil de motif ici, une meilleure anisotropie. Vous obtenez une meilleure sélectivité par rapport au masque, qui est pas mal endommagé dans ce cas-là. Et puis un fond de gravure qui est finalement à peu près identique à celui qui est là. Et puis ici un autre exemple, donc ça ce sont des lignes qui font 80 nanomètres de largeur, je crois. Puis ici, comparaison entre des lignes de 120 et des lignes de 80 nanomètres, avec un motif en bord de ligne ici. On montre que la passivation qui se produit ici est fortement réduite lorsqu'on passe au plasma pulsé, et également un transfert vertical nettement supérieur à celui qui est là, où on a une gravure un peu en forme de tonneau dans le motif ici, alors qu'ici on a des flancs beaucoup plus verticaux.
Alors, une application sur la gravure de grille polysilicium sur SiO2. Donc ça, c'est un modèle pour tester la viabilité du processus. Donc là, vous avez un peu tout le schéma de gravure simplement de la grille. Vous voyez qu'il est relativement complexe. Et puis on termine par une étape de surgravure qui permet de nettoyer parfaitement tout le fond de gravure des résidus de polysilicium qui pourraient se produire. Donc c'est cette étape-là uniquement qui concerne l'interaction avec le matériau sur lequel on débouche, qui a été faite en plasma pulsé et non pulsé pour comparer. Donc là, vous avez l'évolution de la gravure du polysilicium au cours de cette étape-là, lorsque le plasma est en continu. Vous arrivez, en gros, vous débouchez sur la surface d'oxyde de silicium avec une vitesse de gravure de 56 nanomètres par minute. Et puis lorsque vous pulsez à 5 kHz et puis un facteur cyclique de 15%, vous n'avez plus que 7 nanomètres par minute. Et puis le résultat, ici sur la forme du motif de la grille, on observe ici donc en pied de motif qu'on a eu après donc terminaison de la gravure et nettoyage HF de l'oxyde pour regarder l'état d'endommagement du silicium. Vous voyez qu'on a un recul du silicium d'environ 1,5 nanomètre alors qu'il est quasiment absent dans ce cas-là. Donc on a vraiment gagné sur l'interface et sur l'endommagement du matériau. Même chose sur la gravure des espaceurs, où il s'agit ici donc de graver les espaceurs en nitrure de silicium qui entourent la grille et les éliminer avant de faire les reprises d'épitaxie sur le substrat du côté source et du côté drain. Et là, ici, la comparaison, donc une grille gravée en procédé continu et une grille gravée avec un procédé pulsé à 1 kHz et 10% de facteur cyclique. Et là, vous voyez des analyses XPS qui ont été faites sur des échantillons plein champ pour se rendre compte de l'endommagement du silicium qu'on produit. Donc vous voyez, typiquement ici, on a une zone endommagée qui fait 4 nanomètres d'épaisseur en plasma continu et qui est réduite à 3 nanomètres dans ce cas-là, avec en particulier une quantité de carbone dans la couche endommagée qui est nettement plus faible. Et puis le résultat sur la gravure de la grille, où on a ici donc un canal en silicium qui fait 7 nanomètres au départ, et il est intact sur environ 4 nanomètres, et puis on a 3,5 nanomètres qui sont transformés en oxyde ici. Et puis ça, c'est réduit donc à 2,5 dans le cas de la gravure en plasma pulsé. Et on a donc gagné 1 nanomètre, ce qui est relativement important pour passer de 4 à 5, ça fait quand même 20% supplémentaire d'épaisseur de silicium intact pour faire la reprise d'épitaxie. Et puis ici, une analyse XPS, la forme du spectre du carbone dont l'intensité est profilée ici, qui montre qu'on a essentiellement beaucoup moins de carbone de type CH, CO à l'intérieur de la couche ici, mais que c'est essentiellement du carbone implanté dans le silicium avec une composante CSI qui est bien évidente. Alors du côté des gravures par couche atomique, le concept, que ce soit ou de dépôt par couche atomique, le concept est le même. Vous avez toujours votre surface de départ, puis vous faites réagir le premier réactif, qui va être les atomes de chlore, par exemple, dans le cas de la gravure, ou le dépôt de précurseurs que vous souhaitez faire pour le dépôt. Puis vous avez une étape de purge du système, où on vient vider le réacteur du gaz qu'on a introduit ici. Puis ensuite, une étape d'activation de la surface, qui est dans le cas de la gravure un bombardement par des ions argon pour enlever les espèces SiCl qu'on aura fabriquées ici, et donc enlever de la matière. Et puis dans le cas du dépôt, l'addition du deuxième réactif pour faire le dépôt. Donc il aurait mieux valu mettre source de silicium dans la première étape et puis oxydation dans la deuxième étape plutôt que celle-ci, mais comme c'est répété n fois, le résultat est le même à la fin. Voilà, donc les gravures par couche atomique, ça a démarré dans les années 90 pour ce qui est des premières études, puis ça s'est un peu tombé à l'eau parce que c'était finalement trop tôt, et c'est reparti à partir des années 2005. Et puis, par contre, le dépôt à l'échelle atomique et le contrôle de la croissance de couche à l'échelle atomique, qui ne se fait pas forcément par plasma, mais qui peut se faire aussi par simplement CVD, ça, c'est des études qui ont démarré il y a très longtemps et qui se sont toujours poursuivies avec beaucoup d'activité. Bon, là, vous avez une référence ici qui vous fait un état de l'art de la question. Alors, les points clés du côté de la gravure en particulier, on a donc besoin de faire ici une couche qui est auto-limitée
et qu'on va enlever lors du bombardement d'argon ensuite. Donc les études par dynamique moléculaire montrent que si on veut faire une couche qui ne fait que 1 nanomètre d'épaisseur, il suffit finalement de 100 à 200 millisecondes seulement d'exposition du silicium aux atomes de chlore. Donc ça nécessite de faire une commutation très rapide de l'injection des gaz dans le réacteur si on veut limiter la couche réactive à cette épaisseur-là. Et puis ensuite, il faut, lors de la gravure élimination de la couche qui a réagi en plasma d'argon, il faut limiter les dégâts qu'on produit dans la couche en dessous. Donc il faut limiter l'énergie, et typiquement, si on veut limiter ça autour du nanomètre, il faut travailler entre 25 et 50 eV d'énergie pour le bombardement ionique. Alors des exemples de résultats avec ce genre de procédé. Ici sur une tranchée gravée, donc en procédé continu ou en procédé séquencé comme ça, chlore et puis bombardement d'argon. Vous voyez qu'on a un profil de gravure qui est beaucoup plus intéressant. En particulier, on a un fond plat au lieu d'avoir un fond avec du micro-trenching sur les flancs. Et puis, du point de vue d'une surface plein champ, vous avez ici une surface qui est endommagée en termes de rugosité, dû au fait que le bombardement ionique a ici une certaine énergie. Et puis, le procédé ici, qui limite à la fois la couche réactive qu'on fabrique en épaisseur et puis l'enlèvement de cette couche-là, permet finalement de transférer couche par couche, sans créer de rugosité, le front de gravure. Donc là, vous avez à peu près 400 couches atomiques qui ont été gravées dans ces deux procédés, et vous avez ici une image thème de la surface qui montre que la parfaite organisation du silicium jusqu'à 2 nanomètres sous la surface. Bon, puis des images AFM ici qui correspondent à la surface avant gravure, après gravure en procédé continu ou après gravure en procédé ALE. Alors une application de ça avec une petite variante qui est l'utilisation d'un plasma et puis ensuite une gravure mais en milieu liquide qui a été développée au CEA pour les espaceurs de grille. Donc l'idée c'est de modifier le matériau par un plasma d'hydrogène ou d'hélium et puis ensuite de faire une gravure humide en HF et d'enlever la couche modifiée. Donc vous avez votre matériau d'espaceur ici autour de la grille. Vous faites un plasma d'hydrogène et d'hélium qui va modifier le matériau. Alors c'est un plasma avec un procédé très anisotrope. Vous endommagez donc le matériau en surface de la grille ici et puis sur les zones sources et drains qui sont là, mais absolument pas sur le flanc. Et puis lors de l'attaque HF, vous enlevez ces deux couches qui sont endommagées et vous gardez celle-ci intacte. Alors voici comment ça se passe en fonction du temps d'exposition à la gravure liquide en milieu HF. Ici, vous avez la vitesse de gravure du nitrure de silicium qui n'a pas été modifiée, comparée à celle de la vitesse de gravure du nitrure de silicium qui a été modifiée. Donc on joue sur cette différence d'attaque pour pouvoir révéler le motif comme on souhaite. En fait, ici, si les deux courbes sont parallèles, c'est simplement qu'on a enlevé la totalité de la couche modifiée et on commence par graver de nouveau du nitrure de silicium non modifié. Donc on contrôle l'épaisseur de la couche modifiée par les conditions de plasma ici, notamment le flux et l'énergie des ions hydrogène ou hélium. Et puis l'application dans le cadre de la gravure d'un espaceur et puis mise en évidence de la possibilité de refaire une croissance épitaxiale derrière. Donc vous voyez ici le substrat silicium, là vous avez le diélectrique d'oxyde de grille, là vous avez l'espaceur. Et puis, l'espaceur a été complètement gravé jusqu'à ce niveau-là, et puis on a pu faire une reprise d'épitaxie d'environ une dizaine de nanomètres sans aucun problème, ici en SIGE sur la surface du silicium. Un procédé un petit peu différent, où cette fois-ci on va utiliser non pas un procédé chimique de gravure liquide pour enlever la couche, mais un procédé thermique. Donc ça, c'est plutôt affecté pour des procédés de gravure isotrope. Donc on a ici le nitrure de silicium. Il est modifié par un plasma NH3 et NF3 qui vont former des sels à la surface. Et puis dans une chambre, donc le plasma est créé ici, l'échantillon est placé là, et on utilise simplement le plasma de diffusion qui amène les réactifs chimiques dans la chambre de réaction ici. Donc l'échantillon n'est absolument pas soumis au bombardement par les ions créés dans le plasma.
Et puis on a donc formation de sels à la surface, et puis chauffage ici par une lampe infrarouge, et on désorbe les sels sous cette forme-là, et donc on enlève la couche de sel qui a été produite à la surface. Donc là vous avez le schéma du procédé. Et puis, on voit ici donc l'épaisseur gravée en fonction du temps d'exposition aux radicaux qu'on crée dans le plasma ici. Vous voyez, donc c'est un système qui est auto-limitant, donc la croissance de sel n'est pas infinie, elle se limite à une certaine épaisseur qui est de l'ordre autour du nanomètre, et qu'on enlève donc par chauffage. Et puis on peut comparer ici l'efficacité et la sélectivité d'attaque de ce genre de procédé par rapport à l'oxyde de silicium. Vous voyez que l'oxyde de silicium soumis au même traitement ne se grave absolument pas, donc il n'y a pas formation de sel à la surface, et par rapport au nitrure de silicium. Donc on a un procédé qui est très très sélectif de gravure de nitrure de silicium par rapport à l'oxyde de silicium. Bon, ici des résultats de caractérisation soit sur les produits formés ici, soit sur la surface après exposition. Pardon. Donc là, vous avez mesuré par spectrométrie de masse avec désorption thermique des produits NH3 désorbant de la surface, de UHF et puis de la molécule SiF4 qui montre à quelle température finalement il faut faire le recuit pour désorber la couche. Et puis, même chose en ce qui concerne l'analyse de la surface, ou sur l'analyse du spectre 1S de l'oxygène, on voit la composante qui est attribuée au matériau nitrure de silicium, et puis la composante qui est attribuée au sel. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps de recuit, la composante ici disparaît, et celle-ci évidemment remonte, puisqu'on atteint la surface propre du matériau. Donc typiquement, vous voyez qu'en 10 secondes, on enlève la totalité des sels, et à la rampe de température, ça correspond à peu près à 150 degrés de la surface. Donc on est en fait au début ici du cycle de désorption mesuré par spectrométrie de masse ici. Et puis dernière je dirais, chose en développement, donc c'est le dépôt à couche atomique, contrôlé à la couche atomique, mais dépôt avec une résolution spatiale. Donc imaginez que vous avez un substrat avec deux types de matériaux, 1 et 2, et puis vous voulez faire croître une couche uniquement sur le matériau 2. Donc jusque-là, vous auriez dépôt des couches, lithographie et puis gravure de l'ensemble des couches que vous souhaitez déposer pour revenir ici au substrat 1, avec les problèmes d'endommagement potentiel des matériaux, etc. Les problèmes d'alignement de masse qui peuvent se faire et que vous avez un décalage par rapport au substrat sur lequel vous voulez déboucher. Et l'idée, ça serait de pouvoir construire ça directement sur le substrat 2, tout en ne déposant pas sur le substrat 1. Et ça serait finalement une bonne façon de réaliser ce genre de structure, où vous pourriez empiler les différents matériaux, puis ensuite les englober dans quelque chose, pour construire ça, au lieu de faire une gravure ici de l'empilement, et puis une gravure ici de la couche sacrificielle, et venir ensuite encapsuler l'ensemble avec le matériau de grille. Donc le principe, ça serait le suivant, ça serait de pouvoir faire un dépôt qui s'initialise sur le matériau 2, mais qui ne démarre pas tout de suite sur le matériau 1, et puis ensuite vous avez ce retard à la nucléation qui vous assure une différence d'épaisseur au final, au bout de quelques cycles de dépôt contrôlé en ALD ici, donc dépôt couche atomique par couche atomique. Et l'idée, ça serait d'empêcher cette chose-là de se produire. Donc le principe est le suivant, c'est que vous gravez jusqu'à ce que vous déposez le matériau sur le substrat 2 avec le retard initial ici. Puis quand vous commencez à déposer aussi sur le substrat 1, vous arrêtez le plasma de dépôt, vous arrêtez l'opération ALD, vous incluez une étape de gravure de l'ensemble, si bien que vous revenez éliminer la couche qui s'est produite sur le matériau 1 ici, vous enlevez partiellement celle qui s'est déposée sur le matériau 2, puis vous recommencez. Et au final, vous allez pouvoir obtenir ce genre de situation. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, les premiers tests sont plutôt, je dirais, encourageants. Même là, sur une surface relativement complexe. L'idée, c'est dans une structure de type RRAM, par exemple, constituée d'un empilement de silicium, bien sûr, isolant, puis ensuite la structure métal isolant métal,
de venir déposer par exemple un isolant sur le métal uniquement, donc en haut du motif, et puis sur les flancs de la couche métallique intercalée ici. Donc on a un cycle de dépôt PEALD de TiO2 à partir des précurseurs TDEAT et puis d'un plasma d'oxygène. Et puis tous les 8 cycles, on injecte du NF3 dans le plasma d'oxygène pour faire l'opération de gravure et on recommence. Et voilà le résultat. Vous avez effectivement réussi à faire croître uniquement le TiO2 sur la couche métallique qui est ici, et puis en surface. On a ici une vue de profil et puis ici une vue de dessus. Et alors les études sont en cours pour déposer sélectivement du diélectrique sur du métal sur du diélectrique, du métal sur du métal, etc. Et faire toutes les combinaisons possibles en fonction des circuits que vous avez à réaliser. Un autre exemple, mais qui fait appel cette fois-ci à une passivation par implantation en fluorocarbone, donc sur un motif de type fine, une passivation ici qui, du fait de l'anisotropie du procédé, implante essentiellement en haut des motifs et puis dans le fond des trous, mais pas sur les flancs. Et puis ensuite, un procédé de dépôt contrôlé à la couche atomique pour déposer ici du platine, uniquement sur les surfaces qui sont non passivées par le fluor, donc sur les flancs des fines ici, et vous avez ici donc le résultat qui est assez joli, effectivement. Vous n'avez aucun dépôt dans le fond, aucun dépôt au sommet, uniquement du dépôt métallique sur les flancs des fines ici. Donc là aussi, il y a des choses qui se développent sur ce genre d'approche où on vient inhiber la croissance par greffage d'espèces sur une surface donnée. Quelle heure est-il là ? Bon, je suis très en retard, donc je vais sauter la partie polarisation pulsée. Je vais sauter la partie gravure profonde comme prévu. Ah, il me faut la souris quand même. Et je vais terminer en vous parlant de fonctionnalisation de surface et de nanomatériaux 3D. Donc l'idée ici, c'est de modifier la nanostructure de la surface pour contrôler la mouillabilité, la réfractivité, sa rugosité, pour les propriétés d'adhésion, de diffraction, etc., ou faire une fonctionnalisation chimique, avec des applications qui sont très larges, puisque ça va des composants microfluidiques au photovoltaïque, à la décoration, la tribologie, des capteurs biomédicaux, des capteurs pour d'autres fonctions, etc. Et ça va concerner toute une famille de matériaux possibles et imaginables. Donc côté mouillabilité, juste un rappel de présentation ici. Il y a un truc qui a bougé. Bon. Où ça vous redéfinit juste les différents types de situations dans lesquelles on peut se trouver l'interface d'une goutte sur une surface, suivant qu'on est avec une surface lisse et qu'on est hydrophobe ou hydrophile, une surface avec une nanostructure et qu'on est hydrophile ici ou hydrophobe dans ce cas-là, et puis une surface ici hydrophobe aussi, avec deux processus de soit la goutte glisse à la surface de la rugosité, avec éventuellement une couche intercalaire entre les deux, soit elle reste bloquée dans la rugosité réalisée. Bon, donc ça, c'est les différentes situations qui se présentent, et après on essaye de faire l'une ou l'autre en fonction des applications qui sont recherchées. Alors un exemple ici où on cherche à faire une surface qui soit à la fois hydrophobe mais qui reste transparente, donc il ne faut pas qu'elle soit trop rugueuse. Ici sur du PMMA, alors il est naturellement transparent et hydrophile. L'idée c'est de le rendre transparent et hydrophobe. Alors on fait d'abord un premier gravure du matériau en plasma d'oxygène, puis on fait un traitement en plasma de C4F8. Là vous avez l'évolution de la rugosité de surface du PMMA suite à différents temps de traitement en plasma d'oxygène. Puis ici, vous avez l'évolution de l'angle de contact, donc de la goutte que vous déposez sur la surface en fonction ici du traitement de gravure en plasma d'oxygène. Donc vous voyez, l'angle de contact augmente. Donc c'est traitement en plasma d'oxygène plus dépôt en C4F8. Donc vous passez d'une surface qui est
légèrement hydrophobe ici, à quelque chose de très hydrophobe lorsque vous faites la gravure ici, vous nanostructurez, puis vous déposez des fluorocarbones en surface, et jusqu'à un temps de gravure d'environ 3 minutes, qui correspond à peu près à cette surface-là, vous restez transparent optiquement. Au-delà, vous devenez commencer à faire de la réflexion diffuse et vous n'êtes plus transparent. Et vous commencez à hydrophobe, super hydrophobe, lorsque vous atteignez des angles autour de 140-150 degrés, donc au bout d'une minute de traitement de plasma d'oxygène avant le dépôt de C4F8. Donc il y a une fenêtre ici de procédé qui permet de faire à la fois du transparent et l'hydrophobe sur du PMMA. Une application sur la culture de cellules pour des applications biologiques. Donc vous avez une surface de PMMA sur laquelle vous avez fait par lithographie dessiné des motifs en forme de plots, puis vous faites une gravure de ça. Donc les surfaces entre les plots ont été gravées. Elles sont devenues cette fois-ci très hydrophiles. Elles ont été gravées en plasma d'oxygène et vous faites de la culture de cellules sur cette surface-là. Et là, vous avez donc la photo de la surface après culture cellulaire. Et vous voyez qu'à l'endroit où vous avez les plots, évidemment, il n'y a pas de croissance de cellules et vous en avez tout autour. Et puis, vous pouvez utiliser ça en termes de microfluidique si vous voulez faire croître les cellules à un endroit et éventuellement faire passer un fluide sur la surface. Vous avez intérêt à faire des zones hydrophiles et des zones hydrophobes qui vont permettre de guider le fluide dans son trajet sur la surface. Donc, vous pouvez graver des micro-canaux comme ça dans le PMMA en plasma d'oxygène, faire une surface super hydrophile. Vous pouvez faire un dépôt d'espèces fluorocarbonées, un dépôt localisé. Alors là, vous avez besoin d'un masque pour faire ça, bien sûr. Et cette surface-là va devenir super hydrophobe. Et ensuite, vous faites donc votre croissance de cellules qui va se faire uniquement sur les surfaces super hydrophiles que vous avez là et absolument pas sur les surfaces super hydrophobes. Donc vous pouvez, dans votre dispositif biomédical, avoir des zones avec des cellules, des zones sans cellules et pouvoir tester des réactifs différents en injectant à différents endroits, etc. Vous avez fait votre micropuce biologique par ces moyens-là. Un exemple ici où on va pouvoir contrôler l'hydrophobicité et l'hydrophilicité de façon à peu près modulable. Là, ça a été testé sur du PDMS. Vous faites une gravure en plasma SF6 et un post-traitement en plasma d'oxygène. Donc ça, c'est le matériau non traité qui est hydrophobe par nature. Lorsque vous gravez en plasma SF6 le matériau, vous devenez plus hydrophile. Donc c'est la photo ici numéro 2. Donc vous êtes en gros ici sur la courbe d'angle de contact en fonction du vieillissement. Vous êtes à 0. C'est le matériau traité fraîchement. Vous laissez vieillir 3 mois, vous redevenez super hydrophobe et vous êtes plus hydrophobe qu'avant. Donc vous êtes finalement au bout de la courbe ici. Et vous faites la même chose qu'ici, mais vous traitez derrière 1 minute en plasma d'oxygène et vous devenez super hydrophile avec un angle de contact qui est quasi 0, mais qui au vieillissement va remonter et rattraper le précédent. Donc cette surface-là n'est pas stable, elle vieillit au bout d'une dizaine de jours. Vous voyez que vous perdez le caractère hydrophile pour redevenir hydrophobe. Et on peut y envisager de faire des surfaces qui soient super amphiphiles ou super amphiphobes, c'est-à-dire qui ont le même comportement, quelle que soit la nature du liquide que vous mettez dessus, que ce soit de l'eau, une huile ou ici du diodométhane. Donc là, ça a été appliqué sur du PMMA en plasma d'oxygène pour faire une surface super amphiphile. Donc vous avez ici le résultat d'étalement des gouttes sur la surface. Ici, une image MEP de la nanostructuration de la surface du PMMA. Et puis, si vous voulez faire quelque chose de super hydrophobe, vous commencez par mettre un masque sous forme de billes de polystyrène sur la surface. Donc, vous allez protéger votre surface à l'emplacement des billes et graver le PMMA au joint entre les billes. Vous faites une première de gravure anisotrope comme ça qui vous donne une nanostructuration de ce type-là. Donc ça, c'est la bille de polystyrène ayant subi le plasma. Puis vous faites une deuxième étape de gravure isotrope qui vous permet d'attaquer le PMMA sous la bille de polystyrène. Donc vous avez une deuxième nanostructuration qui se produit sur la surface. Et puis vous déposez par-dessus une couche fluorocarbonée. Et le résultat, c'est que vous avez quelque chose de super hydrophobe, amphiphobe à ce moment-là, aussi bien donc hydrophobe et puis oléophobe et vis-à-vis d'autres types de liquides également.
Alors, vous pouvez également, par nanostructuration de surface, faire des surfaces anti-réfléchissantes. Un des bons exemples, c'est le black silicon. Vous pouvez faire ça par gravure cryogénique, vous pouvez faire ça par un masque nanométrique. Vous pouvez faire ça aussi par nanostructuration laser. Donc, c'est plus du plasma à ce moment-là. Et l'application potentielle, ce sont les cellules solaires. Donc là, vous avez des images de surfaces nanostructurées sous forme de microcolonnes qui ont été faites par gravure cryogénique en plasma SF6 oxygène à moins 110 degrés. Alors, deux mots sur un exemple de matériaux nanostructurés. Donc là, il s'agit de faire un matériau qui va contenir une nanostructure ensuite. Donc il faut d'abord le réaliser. Donc c'est une couche, un alliage ici qui est hors cuivre qui est fait par pulvérisation magnétron. Et puis le cuivre est dissous dans une solution d'acide nitrique et il reste la nanostructure d'or déposée sur la surface. Donc là, vous avez deux images au microscope électronique à balayage au bout de 25 minutes et 300 minutes de désalliage dans la solution d'acide nitrique de la structure de la couche d'or. Et on peut après, bien sûr, les auteurs, donc c'est Abdel Aziz ici à l'Yémen et puis Adrien Chauvin qui ont fait ça. On peut s'amuser, bien sûr, à déposer les couches d'or et de cuivre sous forme d'empilement, au lieu de faire ici un mélange par copulvérisation hors cuivre, vous pouvez faire ça de façon séquentielle. Donc vous avez des feuillets d'or et de cuivre qui font chacun 20 nanomètres d'épaisseur à peu près. Et puis quand vous soumettez ça au désalliage dans l'acide nitrique, vous avez finalement un feuillet d'or qui reste sur la surface et qui respecte finalement l'organisation que vous avez donnée au départ. Et puis ils ont aussi vraiment, ça c'est donc sur des surfaces plein champ, ils ont testé ça sur des surfaces elles-mêmes microstructurées, ici des lignes gravées dans du silicium. Donc là vous avez le résultat de l'opération de désalliage sur ces surfaces-là, avec des rubans nanostructurés sur la surface des lignes de silicium ici. Donc là, vous avez l'effet de différents temps de présence dans la solution. Et puis, l'effet du potentiel qui est appliqué également dans ce sens-là. Donc on peut faire des choses où ça reste relativement dense et des choses qui sont très très nanostructurées en fonction du temps et du potentiel appliqué dans la solution. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que j'espère vous avoir montré qu'en gros les procédés plasma permettaient de faire pas mal de choses en termes de contrôle de la qualité d'une surface, à la fois pour des applications de réalisation de motifs dans les applications microélectroniques, mais également contrôle de la qualité d'une surface pour ses propriétés en tant que telles, en termes de mouillabilité, de réflectivité ou de tribologie. Bon, je n'ai pas donné d'exemple en tribologie. Et voilà, donc la suite qui me paraît très logique vis-à-vis des web séminaires du réseau des plasmas froids, ça serait de... Je vais revenir sur les remerciements juste après. Ça serait de faire quelque chose autour des procédés laser, puisque là, il y a des choses très jolies qui peuvent exister, en particulier pour faire des nanostructurations qui donnent des effets de couleur sur les métaux, ou le black silicon, comme j'ai évoqué tout à l'heure, avec donc plein d'applications potentielles. Donc voilà, un merci au réseau des plasmas froids et au comité de pilotage, merci à l'Université de Nantes et à l'Yémen pour avoir assuré la retransmission du séminaire sur Internet. Merci aux collègues et aux doctorants à qui j'ai emprunté les exemples et illustrations, notamment dans les labos qui sont mentionnés ici. Et merci à vous pour votre attention. Alors, la suite, ça c'est là. Alors, les gens à l'extérieur sont censés m'envoyer des questions par mail. Voilà, si vous en avez dans la salle, je peux essayer d'y répondre. Oui, Maxime. Tu as montré des exemples de diminution en taille des motifs. Quel est l'objectif de taille à atteindre, en sachant que si tu descends trop bas, ensuite tu vas avoir peut-être des effets quantiques et autres qui
doit modifier les propriétés des systèmes. Est-ce que tu sais s'il y a une taille minimale qui est visée? Ouais. Alors, il y a une chose trompeuse dans la dénomination des nœuds technologiques. On voit arriver 14 nanomètres, 7 nanomètres, 3 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres. Ce n'est pas du tout la dimension des objets. Elle est supérieure à ça. C'est les industriels qui, pour se fixer un repère, ont donné cette dimension-là. Typiquement, il y a peut-être un transparent où ce problème-là est évoqué. Donc tu vois que pour la génération 28 nanomètres, on est à 100 nanomètres. Donc ça veut dire que deux grilles, donc il y a la grille, la région source et drain, l'isolation, puis la grille suivante. Ça veut dire que raisonnablement, la taille de la grille est supérieure à 28 nanomètres. Et puis ça descend comme ça. Donc en réalité, sur ces dimensions-là, les objets eux-mêmes, la largeur de la grille va être supérieure à 7 nanomètres. Bon, ça ne va pas être 4 fois, mais on n'est pas encore dans des dimensions ultimes. Après, c'est l'architecture qui va permettre de faire au mieux tout en gardant des dimensions comparables. Le passage au nanophile, etc. On va obtenir des performances si je prends ici avec un réseau de nanophiles qui simule finalement ce qu'on a ici sur l'aileron, mais coupé en plusieurs morceaux, on va obtenir des performances qui vont être supérieures à l'aileron pour une dimension de largeur d'aileron ou de diamètre de nanophile équivalente. Donc c'est plus dans l'architecture que ça va se faire les progrès que dans la réduction de la dimension, je pense, à partir de maintenant. Enfin, le sentiment que j'en ai, bon, je ne suis pas non plus au fait des derniers développements technologiques, mais aussi bien là-dessus que pour l'imagination des procédés plasma, que ce soit pour les procédés pulsés, les procédés de gravure par couche atomique, etc. Je dirais que si la technologie progresse, bon, les plasmas permettent de faire beaucoup de choses, mais il y a aussi des gens derrière, des gens qui ont la créativité et l'inventivité pour faire tout ça avec. Et là, je pense qu'on peut leur tirer le chapeau parce que c'est quand même assez fabuleux. Une petite question du coup par rapport à des choses que tu as demandé sur la gravure profonde du silicium. Tiens, ouais. Justement, comment les choses vont évoluer dans les prochaines années? Est-ce que tu as des visions là-dessus? Alors, il y a deux, sur la gravure profonde du silicium, il y a deux problématiques. Ouais, en gros, les défis en gravure profonde, ils sont un peu de deux ordres. Il faut d'abord une vitesse de gravure élevée parce qu'on ne veut pas que ça dure des heures pour faire le composant. Il faut un parfait contrôle de la pente du motif quand on veut faire des tranchées profondes comme ça. Et on peut être amené à graver jusqu'à 500 microns de profondeur. Si on veut traverser un wafer de silicium pour venir contacter un circuit qu'on aura fait sur la face avant et avec un circuit qu'on aura fait sur la face arrière, il faut traverser le wafer. Il y a le problème du contrôle de la dimension. Pour certaines applications, il y a le problème du contrôle du flanc du motif, s'il a une fonctionnalité, si c'est un micro-miroir par exemple, il faut qu'il soit parfaitement plan. Il y a la problématique de graver donc des facteurs de forme élevés, c'est-à-dire des profondeurs importantes avec des ouvertures faibles. Puis après, en termes d'application, dans les matériaux 3,5, essentiellement, c'est les choses autour des membranes et des cristaux photoniques. Après, dans les microsystèmes, on a tout un tas on a vu les images d'engrenages et des choses comme ça c'est la micromécanique, qui reste à des dimensions relativement importantes, mais on a aussi des micro-lentilles, donc là on se trouve avec
un contrôle parfait de la pente du motif et puis de la rugosité de la surface, etc. Les problématiques d'objets à réaliser sont très très larges et chacune a ses contraintes. Donc on peut difficilement dire qu'il y a une tendance, je dirais, uniforme dans le système. Mais juste pour donner un exemple, bon, je passe sur les... Voilà, d'application. En ce qui concerne la gravure au travers d'un wafer de silicium pour venir contacter soit deux wafers ensemble, soit les circuits faits sur une face avant avec quelque chose fait sur la face arrière. La problématique, elle est dans l'alignement, c'est-à-dire le perçage du trou. Il faut qu'il débouche au bon endroit de l'autre côté. Il faut pouvoir après le remplir d'une couche isolante qui permet d'isoler le métal qu'on va mettre à l'intérieur par rapport au substrat de silicium qui lui est conducteur. Et puis il y a le remplissage avec le métal qui est à assurer derrière. Mais l'intérêt, c'est que voilà, au lieu d'interconnecter des circuits en mettant un réseau de fils à l'extérieur, on fait tout dans l'épaisseur. Et c'est un gain en termes de fabrication qui serait super intéressant du point de vue compacité de l'empilement. Et puis il y a une problématique un peu moins critique que celle-ci, parce que là il faut vraiment traverser la plaquette, qui est tout ce qui est tranchée d'isolation, soit profonde, soit moins profonde, je dirais. Et ici vous avez des exemples de structures gravées pour isoler chaque composant qui est fait ici au sommet de chaque système, avec le dépôt d'un matériau. Alors là, les problèmes ils sont dans la gravure, mais ils sont aussi dans le recouvrement du motif d'une couche isolante et le dépôt à l'intérieur du matériau isolant qui va permettre d'isoler effectivement chaque composante du circuit. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple derrière. Oui, alors ça c'est quelque chose de très joli. Alors il y a les exemples en micromécanique, microfluidique, etc. Puis vous avez des choses qui se font en microbatterie. Là, c'est un exemple de chose qui est développé à l'IUMN à Lille, mais le côté application et microbatterie, c'est fait en collaboration avec l'IMN ici. Vous avez donc, dans la centrale techno de Lille, ils développent le procédé de structuration du silicium pour produire soit des piliers percés d'un trou, soit des piliers percés de deux trous. Et puis après, il faut venir déposer tous les matériaux qui constituent la batterie sur la surface de cette structure-là, de façon à gagner de la compacité dans le système pour une même performance de densité d'énergie ou de densité de puissance de la batterie par rapport à une batterie planaire, bien sûr. Et c'est assez spectaculaire. Voilà, là, on a l'échelle, donc ça fait une dizaine de microns, 5 microns à peu près la largeur du pilier, 1 micron la largeur du trou ici. Et puis la hauteur du système, c'est 400 microns. Donc, bon, alors le trou fait au centre ici, il ne va pas jusqu'au fond, mais il est quand même sur au moins un tiers, voire la moitié de la hauteur du pilier. Donc 1 micron sur 200 microns de profondeur, ça commence à faire joli. Je n'ai pas entendu le début. Vous avez présenté la déposition et la gravure, oui. Alors, laquelle est la plus utilisée en fait, les deux sont complètement complémentaires et un est utilisé, je dirais, systématiquement dans un circuit. Si je reprends... Je vais voir ça. Voilà, si je reprends ça ici, dans un circuit électronique construit sur la plaquette de silicium qui est ici, donc on a les transistors qui sont faits au premier niveau ici, puis après il y a toute l'interconnexion électrique qui lie les transistors entre eux qui font la fonctionnalité du circuit. Donc systématiquement pour faire ça, donc on part du substrat de silicium, on vient déposer, tous les matériaux sont déposés par plasma quasiment.
les uns après les autres, et puis ensuite ils sont gravés pour faire le dessin du circuit fonctionnel dedans, et puis on redépose des matériaux, etc. Donc on construit tout ça par opérations successives de dépôt de matériaux et de gravure des matériaux pour faire le dessin du circuit. Donc aussi bien au niveau des grilles de transistors ici que des interconnexions au-dessus, donc où on a les couches métalliques qui sont ici en gris clair et les couches oui, c'est ça, les couches métalliques qui sont en gris clair et les diélectriques isolants qui sont en noir. Bon, et tout ça sur alors plus on va vers le haut et plus les dimensions se relâchent, bien sûr, mais en bas on est autour de la dizaine, vingtaine de nanomètres et puis quelques microns en sortie à l'arrivée ici. Alors, est-ce qu'on a des questions là sur un... Ah, oui. Alors, question de Gareth Curley à Lille. Les effets pollution et mémoire des parois vont être de plus en plus préoccupants pour les procédés de nanostructuration par plasma. Merci, Gareth. Alors, je dirais que ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que systématiquement, on reconditionne le réacteur pour éviter toute dérive de procédé, parce qu'on sait bien que dès que les conditions de paroi changent, on va changer la façon dont le plasma interagit avec les surfaces, donc en particulier la surface de l'échantillon qu'on a mis à l'intérieur. Dire que ça va être de plus en plus préoccupant, je pense pas. Je pense pas. Bon, là, il faudrait poser la question à des gens qui sont plus proches de la technologie que moi, mais je pense pas. Ah, oula, autre question de quelqu'un du Mans, à l'Institut IMM. Où en sont les avancées techniques par rapport au plasma atmosphérique? Alors oui, moi j'ai parlé que de plasma basse pression parce que c'est mon domaine d'activité. Et la suite de la question, c'est pour avoir tenté le transfert entre procédé basse pression et procédé à la pression atmosphérique, les paramètres à faire varier sont nombreux. Bon, c'est sûr parce que les mécanismes d'interaction plasma-surface à basse pression et à pression atmosphérique sont complètement différents. Je dirais qu'en particulier en termes d'énergie des particules chargées, dans un plasma à basse pression, on peut polariser l'échantillon et donner aux ions l'énergie qu'on souhaite en appliquant la polarisation. À pression atmosphérique, les collisions dans la phase gazeuse vont être telles que les ions vont être complètement thermalisés et n'auront pas du tout l'énergie qu'on va appliquer à la polarisation. Donc ça, c'est une situation. Et puis les procédés, je dirais les réactions chimiques qu'on va produire dans un cas et dans l'autre, les espèces produites vont également être complètement différentes. Donc, il y a des procédés de nanostructuration de surface, je dirais, qui doivent se développer à la pression atmosphérique, il n'y a pas de raison. Il y a des procédés de dépôt par couche atomique, précision de la couche atomique, qui sont développés aussi à pression atmosphérique. Du côté gravure, à ma connaissance, je ne pense pas. Bon, ça, c'est autre chose.
Ah, quelle est la relation entre rugosité de surface et adhérence? Et quels types de gaz sont les mieux adaptés pour l'augmentation d'énergie de surface et éventuellement l'adhérence de couches métalliques sur des substrats plastiques? Bon. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout traité, j'avoue. Donc je me suis vraiment pas beaucoup documentée sur la question. Je dirais il doit exister des choses dans la littérature. Je me souviens d'avoir assisté à une thèse en 2010 qui était soutenue au laboratoire de physique des gaz et des plasmas à Orsay, où il s'agissait de métalliser des plastiques. Et il y avait eu des essais faits en plasma d'argon, d'azote et d'oxygène, je crois. Et les résultats étaient sensiblement différents en fonction du plasma utilisé sur l'adhérence de couches de cuivre sur un métal, sur un plastique par exemple. Donc après, faut chercher, il y a des choses qui existent et puis voir un peu effectivement les liens entre chimie de surface, énergie de surface, et puis après nanostructure et comment l'ensemble conduit effectivement à améliorer le pouvoir d'adhésion d'une couche métallique sur un substrat plastique. Je pense que la rugosité est un paramètre, mais évidemment, ce n'est pas le seul, effectivement. La rugosité, on la conçoit comme étant améliorant l'adhérence simplement par effet mécanique, c'est-à-dire que on augmente la surface de contact par unité de surface entre le matériau qu'on dépose et le substrat. Mais après, la forme de la rugosité, sa fréquence spatiale et sa géométrie peut effectivement avoir un rôle important. Voilà, ça devine. Pas possible. Information sur les mécanismes de croissance des couches PECVD et leur limitation sur des structures profondes à fort rapport d'aspect supérieur à 10. L'équivalent serait la passivation en gravure de type procédé Bosch en profondeur. Alors, je ne sais pas comment répondre à ça. Je pense que je vais botter en touche. Le problème de dépôt dans des structures à fort rapport d'aspect, c'est de faire pénétrer les espèces à l'intérieur du motif. Ça, c'est une première chose. Donc là, c'est purement un problème géométrique. Donc, les espèces, évidemment, ont tendance à se déposer d'abord en haut avant de se déposer en bas. Donc, on va avoir des épaisseurs déposées qui vont varier avec la profondeur. Si on veut déposer de façon conforme sur l'ensemble du motif, il faut finalement activer la réaction chimique à l'intérieur du motif. Donc, il faut s'arranger pour que la réaction de stabilisation du produit, enfin du précurseur de dépôt, se fasse non pas dans le plasma en tant que tel, mais aussi dans le motif. Donc là, je ne sais pas, c'est à réfléchir si un procédé pulsé ou si peut permettre d'améliorer ça. J'avoue que j'ai pas d'idée très claire sur la question.
Les internautes ont l'air de s'être calmés. Et vous aussi. Je vous ai saturé. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci encore. Et puis rendez-vous pour un prochain séminaire du réseau des plasmas froids fait par Écoïque d'Orléans sur les structurations laser, par exemple.